Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo du bilan du mois de mai et j'ai lu pas mal de livres. Il y en a aussi un que j'avais lu en avril mais que je n'avais pas inclus dans ma dernière vidéo bilan. Donc j'ai lu pas mal de choses, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du vraiment mauvais, enfin non j'abuse un peu mais il y a du moyen. Il y a du moyen et du très très bon aussi. Des livres que j'ai vraiment adoré. On va voir ça ensemble de suite. En tout cas, si vous ne voulez louper aucun de mes bilans et de mes avis lecture, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi également en commentaire, vous, les livres que vous avez lus le mois dernier et qui vous ont vraiment marqué. Mon dernier livre du mois d'avril, c'était Jahoua Vera de Jean-Philippe Jaworski. C'est un livre de nouvelles. Il y a 8 nouvelles à l'intérieur du Vieux Monde et ça explique un petit peu comment fonctionne le Vieux Monde. Vous allez avoir des personnages que vous allez retrouver dans Gagner la guerre, un des livres que j'ai adoré. Mais vous allez avoir aussi plein d'autres personnages de son autre saga. C'est Le Chevalier aux épines que je n'ai pas encore lu, mais retrouver la plume de Jean-Philippe Jaworski, vraiment ça a été un vrai plaisir. Comme je vous l'ai dit, il y a 8 nouvelles à l'intérieur, mais je trouve c'est dommage qu'elles ne se valent pas toutes. C'est-à-dire qu'il y en a certaines que j'ai vraiment adorées, où j'ai été happée du début à la fin, et il y en a d'autres où je les ai lues, mais je vais pas vous mentir, j'en ai même aucun souvenir un mois après. J'ai trouvé ça dommage. Après, c'est vrai qu'avec des nouvelles, on peut pas faire mouche à chaque fois. Il faut que ça aille très vite, il faut que ça soit très rapide, et il faut bien évidemment que les personnages nous intéressent. Donc forcément, on peut pas aimer toutes les nouvelles d'un recueil. J'ai un autre livre de recueil de nouvelles de l'auteur, c'est Le Sentiment du fer, et je pense que je vais le lire cet été et j'aimerais bien commencer en fait sa saga Le Chevalier aux épines assez rapidement. Mais en tout cas, j'adore sa plume. Si vous cherchez un auteur de fantasy adulte français avec une plume bien poussive, bien recherchée, qui fait énormément de détails dans ses récits, c'est avec Jean-Philippe Jaworski qu'il faut aller, c'est sûr. Je suis en train de regarder en fait toute ma liste et je pense que j'ai lu quasiment que de l'adulte ce mois-ci. Il y a un young adulte, mais après il y en a un qui frise quand même le young adulte. Une autre fantasy adulte, mais que j'ai commencé cette fois, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobbs. Alors dans cette histoire, on va suivre Fitz. Fitz qui est un bâtard, le bâtard d'un prince, donc du coup le fils d'un roi. Un bâtard qui a été abandonné par son père, clairement, et un jour, les soldats du roi vont se balader de village en village et vont revenir avec cet enfant-là qui a été délaissé par son grand-père. Du coup, c'est son grand-père qui a dit va avec le roi, de toute façon, t'es un bâtard royal, donc va avec le roi et on verra bien ce qu'il fera au château. Il arrive donc au château et il est recueilli par le maître d'écurie là-bas qui se charge un petit peu de tout son apprentissage. Donc il lui inculque comment maintenir une écurie, s'occuper des animaux, etc. Jusqu'à ce que le roi lui-même en personne mette un petit peu le grappin dessus. C'est-à-dire qu'il voit du potentiel en Fitz et qu'il lui propose de faire partie des assassins en fait. Enfin, il impose même que la cour participe à son éducation et plus particulièrement le maître des assassins. On va donc suivre un petit peu toute l'évolution de Fitz. Ici, on est quand même assez dans son enfance. Il a un pouvoir assez particulier, vous allez voir également. J'ai pas envie de trop le détailler, mais on va suivre vraiment Fitz qui va être en fait l'apprenti assassin du roi et les choix qu'il va devoir faire pour un petit peu survivre. Mais est-ce que être si proche de la royauté est une bénédiction ou bien au contraire un malheur? Vous allez le découvrir en lisant les aventures de Fitz. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de vent puisque j'ai laissé un courant d'air et je crois du coup que mon trépied bouge un petit peu. Si vous ballottez un peu, je suis vraiment désolée. Donc le livre en lui-même est assez contemplatif, c'est assez lent, c'est beaucoup dans l'observation plus que dans l'action. Il y en a quand même un peu, surtout à la fin, mais il ne faut pas chercher quelque chose de très épique avec énormément de combats. C'est absolument pas ça l'histoire de Fitz, en tout cas pas dans le premier tome. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome et donc je suis allée me procurer le deuxième tome afin d'en savoir un peu plus encore sur la vie de Fitz et j'ai très hâte de découvrir comment il va se sortir un petit peu de ce qui se passe à la fin quoi. Un récit young adulte cette fois, j'ai commencé la saga Phobos de Victor Dixon et cette fois-ci j'étais quand même un petit peu déçue. On va suivre l'histoire de Léonore qui a pas grand chose dans la vie et qui a été sélectionnée pour faire partie de l'aventure Phobos. L'aventure Phobos en fait c'est 6 jeunes
filles et 6 jeunes hommes qui sont emmenés dans un satellite pour aller conquérir la planète Mars. Là-bas, il y a des habitations qui les attendent et le but, c'est de peupler Mars. Comment est-ce qu'ils vont faire pour se peupler? C'est très simple. Durant leur voyage, ils vont avoir des séances de speed dating. Donc ils vont tous les deux, ils vont au fur et à mesure pouvoir se rencontrer à travers un sas, mais jamais se toucher. Ils vont pouvoir se parler pendant de courtes minutes, une fois par semaine. Une fois arrivés sur Mars, ils vont devoir choisir leur prétendant de leur cœur et ils vont devoir fonder une famille. La chose assez particulière, c'est que tout est diffusé sur les télévisions donc de la Terre, terrienne, et les spectateurs, eux, vont pouvoir mettre de l'argent pour faire grossir une cagnotte, et plus la cagnotte sera grosse, plus les habitations de Mars seront luxueuses. Pas besoin de vous dire ce qui cloche déjà dans ça, mais voilà, et en plus en parallèle, vous allez découvrir qu'il y a quand même un assez gros complot à travers tout ça, et que du coup, les participants qui sont sur la mission Phobos ne savent vraiment absolument pas ce qui les attend. Au début, j'ai vraiment été bien emballée par l'histoire. Je me suis dit, waouh, mais dans quel guêpier ils se sont fourrés, mais qu'est-ce qui vont leur arriver, comment est-ce que c'est possible? Mais plus j'avançais dans le roman, plus je perdais en fait en intérêt, puisque clairement j'avais l'impression qu'il y avait un seul et unique motif, c'est l'argent. Mais j'ai parlé à Victor Dixon, je suis allée à sa dédicace donc le 30 mai, et il m'a dit que c'était beaucoup plus poussé et beaucoup plus détaillé plus tard dans la saga, et que non, il n'y avait absolument pas que l'argent qui tournait autour de ça, et que justement ceux qui voulaient amasser principalement beaucoup d'argent allait vite être évincé de l'équation. Donc ça me rassure quant au fait de continuer la saga, parce que je vous avouerai que j'avais pas très envie de continuer la saga une fois que j'ai fini du coup le premier tome, mais il m'a donné les arguments pour me convaincre de finir la saga, donc je le ferai, mais pas maintenant, parce que j'aimerais bien tester d'abord Vampiria. J'ai acheté ces 2 premiers tomes en poche, j'aimerais bien tester Vampiria avant de continuer dans Phobos. On part sur de l'adulte encore, allez hop. J'ai lu le premier tome des Carmidor, donc de Olivia Gomez, le livre qui est sorti le 1er avril. Donc elle a sorti le tome 1 et le tome 2. Encore une fois, j'étais un peu déçue parce que je l'ai trouvé quand même assez inégal. La famille des Carmidor est une des familles les plus riches de Rubizy, puisqu'ils commercent notamment donc avec les cavernes de Ruby, mais aussi avec les imports-exports sur une île qui est obligée de passer par leur propre île, et du coup il y a énormément de taxes de marchandises qui passent et qui transitent avec eux. Cette richesse leur donne un certain pouvoir, et une autre famille de l'île viennent leur demander de l'aide pour destituer le roi actuel. Effectivement, le roi actuel a un but, c'est de taxer justement ces imports-exports, ce qui fait que ça va littéralement mener à la ruine de la famille des Carmidor et de l'autre famille. Ensemble, ils vont donc s'allier et ils vont destituer le roi, ils vont directement aller l'attaquer dans son château, ils vont le tuer, régicide, et ils vont mettre quelqu'un d'autre sur le trône, quelqu'un qui sera beaucoup plus à leur avantage. Le seul problème, c'est que visiblement les Carmidor ont été un petit peu floués dans toute cette histoire, et que leur place et leur richesse n'est peut-être pas si assurée que ça. Vous allez donc les suivre dans leur quête de pouvoir et de maintien, surtout à ce pouvoir-là. Et les Carmidor, si on peut dire une chose sur eux, c'est qu'ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils considèrent comme déjà à eux. Comme je vous disais au tout début, donc cette histoire j'ai trouvé assez inégale, parce que j'ai trouvé que la première moitié allait vraiment beaucoup trop vite. Moi, dans les fantaisies adultes, ce que j'aime, c'est qu'on prenne le temps, de poser des situations, on prenne le temps d'avoir des personnages qui se parlent, des sous-entendus, des petites choses comme ça, vraiment des petits détails qui vont nous mener à une intrigue, mais une intrigue qui va durer dans la longueur. Et je vous avouerai que la première moitié du livre, c'était pas du tout ça. Ça allait beaucoup trop vite, à peine une intrigue avait commencé en fait qu'elle se terminait et qu'une autre commençait. Il n'y avait pas plusieurs intrigues qui se déroulaient en même temps, mais ça a été réparé sur la suite. Effectivement, la deuxième moitié du roman est beaucoup plus lente, c'est-à-dire que toutes les situations mettent beaucoup plus de temps à s'installer. Les chapitres en eux-mêmes sont plus longs, donc forcément les interactions entre les personnages le sont aussi, et j'ai beaucoup plus apprécié cette partie du roman. Si dans les 200 premières pages j'avais un doute de est-ce que j'allais terminer cette saga ou même ce livre,
Il était quand même assez persistant. Les 200 dernières pages m'ont convaincu de continuer la saga. Je me dis peut-être que vu que ça a été un des livres écrits il y a quand même pas mal de temps, parce qu'il a été auto-publié, me semble, publié dans une première maison d'édition et publié ensuite dans une seconde maison d'édition, donc celle des Plumes Blanches. Je me dis que forcément la plume a dû bien évoluer entre temps et je pense que c'est le genre de roman, le genre de saga qui évolue avec l'autrice et que plus on va avancer dans la saga, plus il va être qualitatif. En tout cas, j'ai très hâte de me procurer le tome 2 et de lire la suite des aventures des Thermidor. Il y a énormément de femmes qui sont mises en avant dans ce livre-là. Il est quand même pas mal féministe. Et même si, bon, les pauvres, malheureusement, elles subissent toutes pas mal, on va dire, les attraits masculins. Mais du coup, avec tout ce qui leur arrive, elles gardent quand même la tête haute et elles se battent pour avoir ce qu'elles doivent avoir. Et ça, j'apprécie particulièrement. Ensuite, un one-shot fantasy adulte également, Babel de R.F. Kuang. Donc ce livre-là, je voulais le lire avant la sortie de La Guerre du Pavot pour m'habituer un petit peu à la plume de Poppy War. Et pareil, ça a été une micro-déception en fait. On va suivre l'histoire de Robin, enfin c'est pas son nom mais il a été rebaptisé Robin, on ne connaît jamais son vrai nom dans le livre et ça je trouve ça vraiment dommage. Mais on va suivre l'histoire de Robin qui est un orphelin chinois et qui est recueilli par un riche universitaire londonien. Son tuteur remarque qu'il a quand même pas mal de capacités en lecture malgré le fait qu'il n'ait jamais reçu d'enseignement et il décide d'investir en fait en Robin pour pouvoir faire de lui un universitaire de la tour de Babel. Donc Babel, c'est la tour où se passent toutes les traductions mais surtout l'argentogravure. Robin réussit à avoir sa bourse, il intègre l'université de Babel et il se révèle être un excellent étudiant justement pour cette argentogravure, cette magie assez particulière qui confère un énorme pouvoir à Oxford et surtout à Londres. Malgré ça, il n'oublie pas ses racines et il se rend compte que en fait tout est bien inégal à travers ce système et il va essayer de se battre pour rétablir l'ordre et la justice. Comme je vous disais au début de la présentation, j'ai été un petit peu déçue de ce livre parce que quand je l'ai lu, moi il est dans une fantaisie. Et quand je le lis et quand je vois les critiques qu'il peut y avoir sur ce livre-là, tous les prix qu'il a eu, etc., je me dis waouh, celui-ci, je vais forcément l'adorer. Il va être épique, on va allier en fait connaissance, traduction, jeu de pouvoir, complot, mais également fantaisie. En fait, pas du tout le côté fantaisie est vraiment très survolé. C'est absolument pas une fantaisie épique à laquelle je m'attendais, mais si vous ne vous attendez pas à ça, il va forcément vous plaire. Au contraire, c'est un récit qui fait nous poser énormément de questions, qui met qui remet en questionnement beaucoup de choses et surtout quand on lit cette lecture, la seule chose qu'on voit, mais c'est qui domine réellement le monde. Est-ce que c'est vraiment la puissance? Est-ce que c'est vraiment la richesse? Ou est-ce que justement c'est le savoir? Il est assez prévisible, mais il reste quand même une excellente lecture. Donc j'ai été certes un petit peu déçue, mais je ne pourrais que le recommander en vous disant toutefois, attention, ne vous attendez pas à des plot twists absolument incroyables, ni à des rebondissements, des changements de situation, à des combats. Ça ne se passe absolument pas comme ça. C'est un universitaire, il fait son boulot d'universitaire et il va essayer de changer les choses de l'intérieur. Ensuite, de la même autrice, dans la même maison d'édition, j'ai lu La Guerre du Pavot et là, je peux vous dire que j'ai pas été déçue du tout puisque ce qu'il me manquait en fantaisie épique dans Babel, je l'ai retrouvé dans La Guerre du Pavot. Rin est également une orpheline, mais une orpheline de guerre. C'est-à-dire que ses deux parents sont morts et elle est recueillie par sa tante. Sa tante, lui, a tracé déjà un destin, celui d'être la femme d'un vieux et de lui faire des enfants. Mais sauf que Rin, elle sait pas ce qu'elle veut. Rin, ce qu'elle veut, c'est aller à l'université de Snegard. Avec son professeur, elle va donc s'entraîner jour et nuit et elle va essayer de rattraper 15 ans d'apprentissage en seulement 2 et chose incroyable, elle va y arriver. Elle va être la première de sa promotion dans son quartier et elle va réussir à décrocher sa place à Snegard. Là-bas, elle va être repérée par un professeur assez étrange, un professeur des savoirs traditionnels qui lui révèle la vérité sur tout ce qui est le chamanisme et qui visiblement va lui dire qu'elle aussi, elle a des dons et qu'elle peut les utiliser. Malheureusement, le monde dans lequel elle vit est souvent attaqué par la fédération de Mugen et elle va vivre sa 3e guerre du pavot. Donc elle va être en plein milieu de son cursus scolaire coupé et elle va être envoyée sur le champ de bataille.
Vous allez donc la voir évoluer et maîtriser peu à peu ses pouvoirs, mais vous allez voir que tout n'est pas ce qu'on lui a toujours inculqué à l'école. Cette saga, en tout cas pour ce premier tome, je ne le qualifierais pas vraiment de fantasy adulte, pour la simple et bonne raison qu'il est dans la classe adulte juste pour un chapitre en particulier qui est particulièrement violent, mais par contre les mécaniques et tout le déroulé, le processus, etc. est vraiment très ancré young adulte. On n'a pas une plume qui est très poussive non plus, on n'a pas du vocabulaire très riche, donc forcément sans ce chapitre en question, il y a quand même des gros doutes sur le fait de est-ce qu'il a sa place dans le rayon fantasy adulte ou pas. Pour moi non, c'est juste les trigger warnings qui font qu'il est dans ce rayon fantasy adulte. Peut-être que pour la suite ça va changer, hein, très certainement même, vu comment la tournure que ça prend. Mais en tout cas pour ce premier tome, ne vous attendez pas à une fantasy bien dure, une fantasy bien dark, pas du tout. Ça se lit très bien, cela dit c'est très addictif, moi j'ai adoré. Les plot twists sont très facilement devinables, il est extrêmement prévisible, mais pour autant il se laisse très bien lire et on passe un très bon moment. Et enfin, les deux autres livres que j'ai lus ce mois-ci sont La guerre des deux reines, donc le tome 4 du sang et la cendre, et Une lumière dans la flamme, le tome 2 du préquel, donc la chair et le feu, qui se lisent en fait un petit peu en simultané. Je vous ai fait une vidéo complète déjà que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos. Elle est sortie la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Elle est sortie il y a 2 semaines exactement. Et donc je parle et je vous détaille de tout ce livre, qu'est-ce qui se passe exactement dans le tome 1 du sang et la cendre et un petit peu dans le tome 1 du préquel. Je vais pas revenir dessus parce que j'ai l'impression que ces derniers temps j'en parle à chaque fois. Donc je vais pas me répéter une énième fois. Et vous avez également toute une vidéo qui parle des ordres de lecture de la saga. Si vous voulez vous démarrer dans cette saga, surtout allez regarder cette vidéo, elle est très importante pour savoir comment bien lire la saga. C'est très important de lire les préquels au bon moment. Donc la guerre des deux reines, je l'ai adoré. Vraiment, retrouver Poppy et Castile, c'était incroyable. Et surtout qu'il n'y a pas du tout de smut dans cette saga-là, qui est pour moi un des gros points négatifs, c'est qu'il y a trop de smut pour du smut. C'est dommage. Mais vraiment, cette saga, je l'adore. J'adore faire des théories dessus. J'adore dénicher le moindre petit indice. J'adore le couple de Poppy et de Cass. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 4. Vraiment, enfin c'est ce tome 4 du sang et la cendre, mais le tome 5 qui se lit dans l'univers complet. Par contre, en ce qui concerne le tome 2 du préquel, donc Une lumière dans la flamme, je l'ai trouvé extrêmement long. Quand je vous dis extrêmement long, c'est que j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien et que ce livre a été fait uniquement pour les fans de la saga. On n'apprend pas grand chose, à part dans les dernières pages. On découvre certes des personnages qui vont venir et qui vont interagir dans la saga du sang et la cendre, mais vraiment 700 pages, presque 800 pages de livre auraient pu être résumés en 150 voire 200 maximum. Les personnages de Niktos et de Serafina sont insupportables à mes yeux. Niktos est quand même assez toxique, il a des réactions et des phrases que je ne supporte pas, et en plus de ça, vraiment, ce sont des adolescents, ils se comportent comme des adolescents, ils ne font que coucher ensemble. Clairement. Soit ils se prennent la tête, soit ils couchent ensemble. Voilà, sans trop vraiment plus d'explications. Ils se parlent très peu. Et il se passe vraiment, mais vraiment pas grand chose, quoi. C'est les personnages secondaires les plus intéressants dans cette histoire. Je vais pas vous mentir, cette lecture, je l'ai littéralement subie. J'aurais largement préféré m'en passer, lire un résumé pour savoir quels sont les points les plus importants. Et je trouve que le préquel est largement en dessous de la saga du sang et la cendre, mais ce sont des lectures qui sont obligatoires pour la suite, et ça c'est vraiment dommage. Il aurait été plus intéressant de parler de ce qui se passe ici, vraiment, enfin les points les plus importants dans le saga du sang et la cendre, limite rajouter 100 pages de plus pour justement intégrer ce qui manque à chaque fois dans la saga du sang et la cendre, plutôt que de nous imposer des pavés aussi gros avec absolument rien dedans. Ça peut être assez violent dit comme ça, mais vraiment je me suis ennuyée quoi. Et j'avais tellement adoré la guerre des deux reines, je voulais direct enchaîner pour justement continuer la saga du sang et la cendre. Mais là j'ai fait une overdose. En fait avec ce livre là j'ai fait une overdose et je pense que j'ai besoin de quelques mois avant de continuer la saga du sang et la cendre parce que je sais que je vais avoir un livre sur le sang et la cendre et après je vais en avoir 2 autres à lire sur eux d'affilée et la suite n'est pas écrite. Donc en fait ça me motive absolument pas à continuer la saga.
Jusque-là, je vous l'ai toujours bien vendue, j'ai toujours dit qu'elle était incroyable, mais ce livre a été une telle déception. Vraiment, je suis vraiment déçue. Cela dit, ça n'enlève pas tout le reste avant, hein. La saga du sang et la cendre est incroyable, et ça je le dis et je le répéterai, elle est hyper addictive, le worldbuilding est hyper riche. Pour moi, c'est une saga qu'il faut lire, mais malheureusement, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit obligé de lire les préquels pour pouvoir comprendre et lire la suite. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez là tout mon bilan du mois de mai. On se retrouve très vite. Donc là, j'arrive à peu près à tenir un rythme de 1 vidéo par semaine. Je vais essayer de continuer ça le plus longtemps possible. En tout cas, jusqu'à l'arrivée du bébé, je vais essayer. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.